Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestions consacrée à la présidence slovène du Conseil de l'Union européenne qui débutera demain, le 1er juillet. La deuxième présidence slovène de l'Union européenne débute sur fond de tensions entre les institutions européennes et le gouvernement du Premier ministre Janez Janša. La question du non-respect de l'état de droit a été soulevée plusieurs fois par une partie du Parlement européen qui dénonce les dérives du gouvernement slovène en matière de corruption, de liberté de la presse et de justice. Toutefois, le gouvernement slovène affiche aussi une certaine ambition démocratique pour cette présidence européenne, en mettant notamment sur la table des sujets comme la situation en Biélorussie, relevant de l'action extérieure de l'UE. Pour décrypter les enjeux du semestre européen qui s'ouvre, nous sommes ravis d'accueillir Lukáš Maček, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, spécialiste Europe centrale et Europe orientale et directeur du campus de Sciences Po à Dijon. Lukáš Maček a travaillé en République tchèque comme attaché parlementaire et conseiller politique spécialisé en affaires européennes, notamment auprès de M. Josef Jeleněk, sénateur et ancien ministre des Affaires étrangères tchèque. Il a suivi les travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe en tant que secrétaire de la délégation du Sénat tchèque. Il s'est activement investi dans les campagnes politiques liées à l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, ainsi que dans les élections européennes de 2004 et 2009. Il va donc sans dire que nous sommes ravis d'accueillir M. Maček et son expertise ici à l'Institut Jacques Delors et pour cette Euroquestion. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Nous aurons un moment dédié dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, je laisse la parole à M. Maček pour sa présentation, qui va également partager quelques slides. Merci beaucoup, merci pour cette invitation et merci au public que malheureusement je ne vois pas, mais je suis ravi de pouvoir l'accueillir et donc je vous remercie pour son intérêt. Et je vais donc lancer effectivement une présentation que j'ai préparée. Voilà. Est-ce que le partage fonctionne? Vous voyez mon… Ça fonctionne très bien, oui. Parfait. Eh bien, je vais vous parler de cette présidence slovène qui arrive. Pour commencer, juste quelques rappels pour ceux qui ne sont pas familiers de ce pays. Voilà, je ne vais pas commenter tous ces éléments que vous avez sous les yeux. Peut-être juste un mot pour rappeler que la Slovénie a souvent été perçue comme un premier de classe des pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004. Premier à avoir rejoint aussi la zone euro dès 2007, un pays qui était perçu comme europhile, plutôt politiquement stable, etc. Et c'était d'ailleurs aussi le premier pays de 2004 à assurer une présidence du Conseil de l'Union européenne en 2008. Alors, je voudrais peut-être en introduction juste faire un rappel qui est très probablement inutile pour l'immense majorité d'entre vous, mais juste quand même, je voudrais rappeler une chose importante, c'est ce qu'est et surtout ce que n'est pas la présidence du Conseil de l'Union européenne, a fortiori depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui est d'ailleurs intervenu entre-temps. Donc, la présidence slovène de 2008, c'était encore la présidence ancien modèle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec le même Premier ministre, la Slovénie va aborder une présidence qui a été d'une certaine manière amoindrie par le traité de Lisbonne, notamment parce que M. Janša, le Premier ministre slovène, ne va pas présider le Conseil européen, alors que en 2008, il présidait les réunions du Conseil européen, car le traité de Lisbonne a mis en place la présidence stable du Conseil européen. Et donc, il ne faut surtout pas tomber dans l'illusion qu'une présidence, ça veut dire qu'un pays récupère toutes les manettes et dirige pendant 6 mois l'Union européenne. Ce n'est pas du tout ça. À lire certains articles ces derniers jours, on aurait le sentiment que c'est ça. Ce n'est pas du tout ça. Présider le Conseil de l'Union européenne, c'est surtout un gros travail administratif, politique aussi, bien entendu. C'est surtout un gros travail de coordination, notamment du travail législatif du Conseil. C'est très important. Ça peut être stratégique, mais ce n'est pas non plus gouverner l'Union européenne comme certains ont tendance à le présenter. La deuxième chose que je voulais noter en introduction, c'est justement cette comparaison, ce côté symbolique de cette présidence slovène, parce qu'avec cette deuxième présidence slovène, d'une certaine manière, un cycle s'est fermé. Ceux qu'on a appelés les nouveaux États membres sont désormais vraiment pas nouveaux. La preuve, le premier d'entre eux qui assurait une présidence en assure déjà une deuxième. Donc, il y a une forme de cycle qui s'est fermé avec cette deuxième présidence slovène. Alors, cette présidence, elle inquiète beaucoup. À lire la presse ces derniers temps, il y a une vraie inquiétude qui est formulée par certains journalistes, qui est sans doute aussi perçue par un certain nombre de
d'observateurs et d'acteurs de la vie politique européenne. Alors pourquoi ces inquiétudes? Très largement, sinon exclusivement, à cause de la personnalité du Premier ministre de Slovénie, M. Janez Janša. Qui est un personnage effectivement assez controversé, assez particulier. Je voudrais évoquer plusieurs points qui, à mon avis, fondent ces inquiétudes concernant le fait que ce monsieur va jouer un rôle important dans les affaires européennes dans les mois à venir. D'une part, c'est quelqu'un qui affiche très clairement une forme de proximité avec ce que je qualifierais de la mouvance illibérale. Pour ne citer que deux exemples, une proximité assumée avec Viktor Orban, mais aussi une proximité assumée, mais presque trop assumée vu son tweet malheureux au moment des élections présidentielles aux États-Unis, aussi une grande admiration et proximité avec Donald Trump. Donc effectivement, quelqu'un qui représente cette mouvance dite illibérale, sans doute d'une manière moins nette et plus nuancée que par exemple Viktor Orban, j'y reviendrai, mais clairement c'est quelqu'un qui politiquement sort du mainstream européen, si je peux utiliser ce terme-là. C'est aussi quelqu'un qui a un style, notamment un style de communication et des prises de position, mais peut-être encore plus que le fond, la forme, qui ressemble effectivement aux personnalités que j'ai évoquées, notamment à Donald Trump. C'est quelqu'un qui a un utilisateur assez... très actif même de Twitter, et il a une tendance à se servir de cet outil d'une manière assez impulsive, en utilisant parfois un vocabulaire très expressif pour ne pas dire davantage. Et donc, c'est aussi un personnage de ce point de vue-là qui a cette image de troublion, de quelqu'un d'imprévisible, d'impulsif, et avec qui le scandale peut toujours être pas loin. C'est aussi quelqu'un qui a un parcours que je trouve finalement assez emblématique de l'Europe centrale d'aujourd'hui. Toute cette génération des hommes politiques qui sont arrivés très vite, très haut dans les années 90 et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont du mal à partir, ratent parfois leur départ. Alors, il est souvent comparé à Viktor Orban, bien entendu, mais moi, par exemple, il me fait beaucoup penser aussi par son profil, par son parcours, à quelqu'un comme Václav Klaus en République tchèque ou à Robert Fico en Slovaquie. Des personnages qui polarisent énormément chez eux et qui, face à cette polarisation, ont tendance à en rajouter et donc rentrent dans une forme de radicalisation qui, d'ailleurs, en partie est aussi nourrie par des ressorts même d'ordre psychologique. C'est souvent des personnalités qui ont vécu un moment un peu traumatisant, qu'ils ont vécu comme un tort qui leur a été fait. Dans le cas de M. Janša, c'est sa condamnation et le fait qu'il a fait plusieurs mois de prison pour corruption. Après, il a été blanchi par la Cour constitutionnelle. Mais c'est des hommes politiques qui sont aussi dans une forme de revanche presque personnelle dans le combat politique qu'ils mènent. Et aussi des gens qui, sans doute, souvent perçoivent une forme, à tort ou à raison, on peut en discuter si vous le souhaitez plus tard, une forme de déficit de considération de la part des leaders, notamment occidentaux, et qui, du coup, effectivement, ça aussi, c'est un facteur qui les pousse dans une forme de radicalisation et surtout aussi vers une forme de regroupement entre eux. On voit très bien ça, par exemple, avec ce qu'on appelle le groupe de Visegrad en Europe centrale. C'est un groupe qui très largement fonctionne parce que c'est des pays qui ne se sentent pas forcément reconnus et entendus par les autres pays de l'Union européenne, et du coup, ils se retrouvent un peu entre eux, entre proches, entre des gens qui, entre guillemets, se comprennent. Et puis, bien, évidemment, c'est sans doute le plus important, cette présidence, elle inquiète, puisque la Slovénie et le gouvernement de Janez Janša, personnellement, sont de plus en plus souvent remis en question ces derniers temps pour des questions liées à l'état de droit en Slovénie, la liberté de la presse, il y a aussi l'affaire du parquet européen, etc. Nous pourrons en reparler. La thèse que je voudrais défendre dans cette présentation, c'est que ces inquiétudes sont quand même à très fortement relativiser. Et si je devais résumer ça dans une phrase un peu caricaturale, je dirais n'est Orban qui veut. Et Janez Janša, clairement, n'est pas un Viktor Orban pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a une position politique fragile.
C'est quelqu'un qui est à la tête d'un gouvernement minoritaire et un gouvernement de coalition, en coalition avec des partis politiques qui sont certes minoritaires, plus faibles que le sien, mais qui sont plus pro-européens que lui. Autant dire que aborder cette présidence slovène du Conseil de l'Union européenne dans un état d'esprit qui irait de clash au clash et de scandale à scandale, ça serait aussi très certainement une façon de se créer un très gros problème politique domestique, ce que probablement il n'a aucune envie de faire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a milieu de la situation de Viktor Orbán, qui depuis 2010 est un maître incontesté de la vie politique hongroise, avec une majorité constitutionnelle. Voilà, M. Janša n'est pas du tout dans cette situation, et même s'il gagnait les prochaines élections, vu le scrutin, vu le système électoral de Slovénie, de toute façon, même s'il est reconduit, ça sera toujours à la tête d'une coalition, donc forcément avec une position un peu fragile. Les contre-pouvoirs en Slovénie sont quand même solides. Je crois que le système judiciaire fonctionne plutôt correctement. Et même la presse, qui est souvent justement montrée du doigt comme étant le secteur où Janša a fait beaucoup de mal, eh bien là aussi, il faut voir que il y a peut-être une dynamique, il y a peut-être le début d'une tendance. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de préoccupation à avoir, mais si on regarde la photographie de la situation de ces dernières années jusqu'à aujourd'hui, et si on se base sur les classements du Reporters sans frontières, qui est souvent utilisé comme, on va dire, une référence relativement respectée, eh bien, on voit que la Slovénie, de ce point de vue-là, se trouve dans un mouchoir de poche avec la France, l'Italie, le Royaume-Uni. Donc, c'est un score où moins vous avez de points, mieux c'est pour la liberté de presse chez vous. Donc, si vous êtes à 0, c'est que vous êtes parfait. Si vous êtes à 100, c'est qu'il y a 0, il n'y a aucune liberté de presse chez vous. Donc, on voit effectivement que la Slovénie est pas non plus dans une compagnie très inquiétante et que, par exemple, la Grèce, la Croatie ou la Hongrie et la Pologne sont nettement en décalage par rapport à ça. Donc, la situation slovène, même au niveau de la liberté de la presse, aujourd'hui, ne peut pas être comparée à la Hongrie ou à la Pologne. Il y a peut-être un début de tendance qu'on peut comparer, mais l'état actuel des choses n'est pas comparable. Il y a aussi un positionnement européen ambigu de M. Janša. On va voir comment il va réagir suite au départ de son ami Orbán du PPE. Est-ce qu'il va rester au PPE ou est-ce qu'il va suivre Viktor Orbán dans une autre aventure européenne? Mais en tout cas, aujourd'hui, M. Janša fait partie du PPE. C'est quelqu'un qui clairement cherche à préserver les bonnes relations avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il n'est pas, me semble-t-il, dans une posture volontaire de défi, de rupture. Il ne parle pas d'une révolution culturelle à mener, etc., comme le fait Jarosław Kaczyński en Pologne ou Viktor Orbán en Hongrie. Il est beaucoup plus ambigu. J'ai trouvé une citation très récente, je crois qu'elle date d'aujourd'hui ou d'hier, dans un journal belge, dans le soir, je crois, de Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, qui, me semble-t-il, exprime très bien cela. C'est-à-dire, d'une certaine manière, M. Janša, il se situe dans un entre-deux. Il a une sympathie, il a une tendance vers cette mouvance libérale que j'ai décrite au début, mais on sent qu'il ne veut pas couper les ponts avec le mainstream, et sans doute cette présidence, d'ailleurs, sera un moment important de ce point de vue-là. Il a aussi un pays avec une opinion publique relativement pro-européenne. Donc là aussi, une présidence slovène du Conseil de l'Union européenne qui jette le froid sur les relations avec l'Union européenne, ce n'est pas forcément quelque chose qui l'arrange pour des échéances électorales à venir. Juste quelques exemples. Sur la question de l'image de l'Union européenne, on voit qu'il n'y a que 10% des Slovènes qui disent qu'ils ont une image plutôt négative ou complètement négative de l'Union européenne. C'est assez bas comparé à beaucoup d'autres pays. Sur le sentiment de citoyenneté européenne, ce n'est pas formidable, mais c'est quand même très nettement au-dessus de la moyenne de l'Union à 27. Les Slovènes plébiscitent l'euro, c'est assez net. Et toujours selon l'Eurobaromètre, les Slovènes sont plutôt nettement au-dessus de la moyenne en termes de l'optimisme sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas forcément populaire que de taper sur l'Union européenne dans ce pays. Et je pense que M. Janša le sait très bien.
Et puis, il y a ce que j'appellerais l'effet modérateur de la présidence. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. On l'a vu notamment avec la présidence tchèque en 2009. On l'a vu dans une certaine mesure avec la présidence hongroise en 2011. Donc, on voit quand même que même des gouvernements qui ont des positions sur des questions européennes assez fortes et assez négatives, lorsqu'ils récupèrent la présidence, ils essaient plutôt de jouer le consensus, jouer l'apaisement. J'ai cité l'exemple tchèque en 2009. C'est grâce au fait d'avoir détenu la présidence, d'ailleurs, que le parti au pouvoir, qui était contre le traité de Lisbonne, a finalement fourni les quelques voix qu'il fallait pour que, avec les voix de l'opposition, le traité soit ratifié. Ce parti ne l'aurait probablement pas fait dans un cadre différent que celui de la présidence. Donc, il y a vraiment un effet modérateur de la présidence, en tout cas jusqu'ici, c'est ce qu'on a pu observer. Et puis, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a des limites structurelles des présidences tournantes, surtout venant d'un petit pays. Voilà, une présidence tournante, finalement, a des marges de manœuvre assez faibles. Et quand en plus vous êtes un petit pays avec une capacité administrative qui n'est pas énorme, il ne faut pas non plus s'attendre à des gros mouvements. Alors, pour finir, je voudrais faire une brève analyse des priorités que la présidence slovène a annoncées, que vous pouvez trouver en français sur le site que vous avez sous les yeux. Alors, une devise on ne peut pas plus consensuelle. Alors, personnellement, je suis un peu dubitatif sur la forme, sur l'aspect linguistique de cette devise. Néanmoins, ensemble, résiliente Europe, honnêtement, on peut difficilement faire moins consensuel. Et d'ailleurs, si on regarde les devises des deux autres présidences précédentes, l'allemande et la portugaise, bah, franchement, voilà, on n'est vraiment pas dans une volonté de rupture, on n'est vraiment pas dans un pied de nez, on est tout à fait dans le consensus. Lorsque vous lisez ce texte que la présidence slovène ou la future présidence slovène a publié, honnêtement, j'ai un peu du mal à trouver du vocabulaire qu'on pourrait qualifier de janšaïen. Par exemple, Janša est supposé être climato-sceptique, bah, il y a quand même des accents assez volontaristes sur la question du climat. Vous voyez ici quelques citations que j'ai choisies, c'est juste quelques exemples. Il parle d'accroître le rôle de l'Union européenne, il parle de renforcer le rôle de l'Union européenne dans la dimension extérieure de la migration. Ce ne sont pas non plus des accents particulièrement europhobes ou souverainistes. Quand il parle de renforcer de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, là encore, ce n'est pas forcément un discours qu'on prête à des eurosceptiques invétérés. Donc, ce texte clairement a été rédigé, alors par qui, sans doute plutôt par le ministre des Affaires étrangères, mais en tout cas, ce texte qui annonce un peu la couleur de la future présidence slovène a été clairement rédigé dans un esprit de conciliation et de consensus. Lorsqu'on regarde le fond des priorités, franchement, il n'y a pas de surprise. Il y a des priorités que n'importe quelle présidence aujourd'hui, de toute façon, serait obligée de mettre. La relance, l'Union européenne de la santé, la conférence sur l'avenir de l'Europe, etc. Il met l'état de droit. Voilà, ça mérite d'être. Alors, peut-être avec des arrière-pensées, j'en parlerai dans un petit instant. Et puis, il y a aussi des spécificités que tout le monde attendait un peu de la Slovénie, c'est-à-dire évidemment que la Slovénie veuille porter haut la question des Balkans occidentaux, ça paraît plus que naturel. Et de même, tous les pays d'Europe centrale et orientale, en général, mettent un accent très important sur les relations transatlantiques. Alors, surtout dans le contexte actuel, on peut tout à fait comprendre que la Slovénie en parle, même si, effectivement, le petit incident de Twitter de M. Janša ne rend pas forcément les choses très faciles entre M. Janša personnellement et la nouvelle administration américaine. Alors, est-ce qu'il y a des éléments illibéraux ou au moins ultra-conservateurs, pour utiliser des adjectifs qu'on accole à M. Janša couramment dans la presse? Bah, franchement, il n'y a pas d'exemple flagrant. Quand vous lisez ce texte, j'en ai pas trouvé. Après, je trouve qu'il y a quelques éléments qu'on pourrait interpréter comme des clins d'œil, mais qui en soi ne sont pas controversés, mais à qui on pourrait donner sans doute une interprétation controversée, c'est-à-dire on peut tout à fait imaginer une interprétation à la Orban de ces clins d'œil. Maintenant, est-ce que c'est la volonté de M. Janša ou pas? On en saura un peu plus dans les 6 mois qui viennent. Alors, je revais effectivement une petite remarque sur l'évolution démographique. Et on connaît effectivement la politique hongroise sur les questions de la famille, de natalité, etc. Il
Il y a effectivement une petite phrase sur l'état de droit qu'on peut interpréter comme une forme de relativisation de l'état de droit, mais par ailleurs, il parle de l'état de droit comme d'une valeur commune de l'Union européenne, donc c'est quelque chose d'assez ambigu. Sans surprise, en parlant de l'immigration, on insiste sur la dimension extérieure, ce qui est effectivement un peu la marotte de tous les hommes politiques centro-européens qui se sont positionnés ces derniers temps dans un discours dur sur les questions d'immigration. Autrement dit, il y a quelques éléments qui pourraient se prêter à une interprétation controversée et qui pourraient aller dans le sens de l'image de M. Janša, mais c'est très très léger et on est plus à ce stade-là dans un procès d'intention que dans quelque chose qui réellement ressortirait de ce texte. Alors, pour conclure, excusez-moi parce que je vois que j'ai déjà dépassé de 3 minutes le temps qui m'a été imparti. 4 remarques très rapides que je vous propose aussi un peu comme une invitation au débat. Alors déjà, première remarque, c'est vrai que ce cycle que j'ai énoncé au début, d'une première à la deuxième présidence slovène, il fait quand même réfléchir sur l'évolution de cette région. Et c'est vrai que quand on compare l'image de la Slovénie en 2008 et l'image de la Slovénie aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, même quelque chose qui s'est cassé, disons-le, et c'est malheureusement un exemple de plus, parmi beaucoup d'autres, qui montre effectivement cette évolution un peu inquiétante et un peu triste, en tout cas pour quelqu'un qui est attaché à cette région, et en tout cas une sorte de rendez-vous manqué entre l'Europe centrale et l'Union européenne, qui n'a rien d'irrémédiable, hein. Il y a des cycles, il y en aura d'autres, mais clairement, cette comparaison 2008-2021, elle est assez parlante. Je crois que cette présidence, elle ne va pas tellement être importante pour l'Union européenne, elle va être importante pour la Slovénie et pour M. Janša. Je pense qu'il joue son avenir politique en partie sur cette affaire. Il va aussi sans doute déterminer la suite de son positionnement européen en fonction du bilan qu'il va tirer de cette expérience. Et donc, est-ce qu'il va couper les ponts et avancer vers les illibéraux, ou est-ce que finalement, il va trouver un positionnement de l'entre-deux dans lequel il est, voire même il va se rapprocher du mainstream, comme le sous-entendait le vice-président de la commission que j'ai cité tout à l'heure. Ça reste à voir. Je pense que ça dépendra beaucoup de son ressenti assez subjectif finalement. Et j'ai évoqué tout à l'heure ce déficit de considération. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer aussi. Et bien évidemment, le résultat de tout ça, ça va aussi impliquer des choses pour l'avenir européen de la Slovénie. Troisième point, je pense que si la présidence slovène décidait de jouer la stratégie du clash, de la provocation, du scandale, bah, c'est la Slovénie qui perdrait beaucoup, pas tellement l'Union européenne. Donc je pense qu'il est illusoire de s'attendre à une présidence qui chercherait le conflit, qui serait dans le défi. Je pense que c'est tout simplement complètement irrationnel. Et du coup, à quoi je crois, et ça sera vraiment le mot de la fin, encore une fois, excusez-moi, j'étais un peu long. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est une présidence normale, dans le bon sens du terme, une présidence qui fera le job, si je peux me permettre d'être un peu familier, mais il y aura des turbulences ponctuelles liées à la personnalité de M. Janša. J'imagine que ces passages au Parlement européen seront houleux. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de quelques tweets intempestifs qui feront scandale. Il y aura sans doute des silences de la présidence slovène sur certains sujets, notamment s'il y a d'autres clashs avec la Hongrie ou avec la Pologne qui vont provoquer des tensions. Donc, il y aura comme ça quand même quelque chose d'assez superficiel et très personnifié. Et en revanche, je pense qu'à part ça, ça sera une présidence assez classique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais repartager mon PowerPoint. En effet, on a déjà reçu donc, plusieurs questions, donc des questions sur la Slovénie, mais aussi des questions sur l'Europe centrale et l'Europe orientale. Donc, si ça ne vous dérange pas, on pourra peut-être aussi rapidement traiter ces sujets. Un auditeur qui nous demande pourquoi un tel changement entre la Slovénie première de la classe lors de son entrée de l'Union européenne et de sa première présidence a une perception plutôt négative actuelle en Europe occidentale. Est-ce que c'est simplement lié à la personnalité de leur Premier ministre ou est-ce qu'il y a eu une cassure
peut-être liées à une crise ou peut-être liées à une rupture, en fait, finalement, entre les valeurs de l'Europe occidentale et celles de la Slovénie? Alors, moi, je verrais trois facteurs. Effectivement, je pense que le premier est sans doute déterminant, c'est quand même la personnalité de M. Janša en tant que tel. Comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe centrale, il y a comme ça des personnalités qui, à un moment donné, deviennent vraiment structurantes pour la vie politique du pays, qui prennent un poids peut-être un peu démesuré et qui, par leur choix personnel, peuvent effectivement faire bouger des lignes de manière assez importante. Je citais Robert Fico, je citais Václav Klaus, évidemment Viktor Orban, évidemment les frères Kaczynski. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce facteur personnalité joue beaucoup. Après, je pense qu'il y a un facteur contexte, c'est-à-dire, je pense que tout simplement, le cas polonais et hongrois fait que tout autre cas qui, de près ou de loin, ressemble à ce type de dérive est scruté et remarqué de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte qu'avant. C'est-à-dire, moi, je fais le pari que si M. Janša disait et faisait exactement la même chose que ce qu'il dit et fait aujourd'hui, sans qu'il y ait cet arrière-plan polono-hongrois, je crois que ça passerait assez largement inaperçu parce que ça serait considéré comme un épiphénomène. Donc, le fait que ça s'inscrit dans une forme de dynamique qui, en plus, n'est pas une dynamique centre-européenne, c'est une dynamique européenne. C'est-à-dire qu'on regarde en Italie, qu'on regarde en Autriche, qu'on regarde en France, qu'on regarde partout, qu'on regarde Brexit au Royaume-Uni, on voit que cette mouvance libérale, en général eurosceptique, voire europhobe, etc., c'est quelque chose qui existe partout. Alors, il y a des spécificités centre-européennes, mais il y a une inquiétude en Europe face à ces évolutions qui effectivement fait que ce cas slovène, du coup, est sans doute perçu d'une manière peut-être même presque excessive aujourd'hui, vu ce que j'ai essayé de montrer. Et puis, il y a un troisième facteur, je pense que la Slovénie a assez mal vécu effectivement la crise 2008 et tout ça, mais pas non plus d'une manière catastrophique. Ce n'était pas non plus le pays aussi gravement touché que certains autres. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un peu un facteur premier de classe qui est un peu déçu. C'est-à-dire, je trouve quand vous regardez l'évolution, y compris économique de la Slovénie, c'est un pays qui a démarré très haut, qui du coup continue à être très bien, mais qui d'une certaine manière stagne. C'est-à-dire, quand vous regardez par exemple les rattrapages en termes économiques et sociaux des pays qui démarraient beaucoup plus bas, par exemple la Roumanie, les chiffres sont beaucoup plus spectaculaires, alors que finalement la Slovénie, elle fait un peu du surplace. Je pense qu'il y a aussi une forme du coup de frustration d'un premier de classe qui finalement, je pense que beaucoup de Slovènes pensaient qu'en 2021, ils seront bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne en termes de PIB. Et bien, comme je vous l'ai montré sur le premier slide, ils sont toujours à 89%. C'est très bien 89% par rapport à beaucoup d'autres pays de la zone, mais ce n'est pas 120%, c'est 89%. Merci beaucoup. D'autres questions sur les priorités de la présidence. Un auditeur demande quel sera l'effet sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors, on sait que le projet est porté avec beaucoup de ferveur par le gouvernement français, peut-être un petit peu moins par l'Allemagne. Qu'en est-il de la Slovénie? Est-ce que le Premier ministre slovène et son gouvernement en ont parlé? Alors, quand vous regardez la structure de ce texte sur les priorités, qui est un texte assez sommaire, mais c'est un élément important. Ça arrive en deuxième position, juste après toute cette thématique de résilience, santé, relance, etc. Donc, ils mettent ça pas mal en avant. Maintenant, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière de faire quelque chose de cette initiative, ou est-ce que c'est un exercice de style pour faire plaisir à la France qui aura la présidence après, et donc forcément la Slovénie a intérêt à ce que les choses se passent bien entre sa présidence et la présidence qui suivra? C'est la question qu'on peut se poser sur tout ce texte d'ailleurs. Est-ce que c'est juste un exercice de style? Moi, ce que je voulais démontrer, c'est qu'en tout cas, si c'est un exercice de style, il montre que la Slovénie veut se montrer conciliante, veut se montrer consensuelle. Maintenant, est-ce que c'est sincère ou pas? On va voir. Et encore une fois, je pense que ça peut être sincère parce qu'une présidence, ce n'est pas une seule personne. C'est un one-man show. C'est pas un one-man show. Et je pense que, par exemple, toute la dimension administrative,
tous les fonctionnaires slovènes qui vont travailler à Bruxelles, à Ljubljana, à ce que cette présidence fonctionne au quotidien. Je pense qu'ils sont, eux, beaucoup plus proches de ce que j'ai qualifié de mainstream européen, faute d'un terme mieux, que des positions de M. Janša. Donc, je pense que il y aura des efforts aussi sur ce sujet. Maintenant, est-ce que la Slovénie aura des idées particulièrement innovantes sur ces questions? Je n'en suis pas certain. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une présidence de l'Union européenne est avant tout un exercice diplomatique et administratif plutôt qu'un exercice politique? Alors, depuis Lisbonne, certainement, on a affaibli le côté politique et du coup, proportionnellement, c'est le côté administratif et diplomatique qui a progressé, me semble-t-il. Après, ça reste quand même très politique. Je veux dire, on est à un niveau de diplomatie et de l'administration qui est quand même très mélangé avec la politique. Donc je ne voudrais pas donner une réponse trop schématique à ça. Mais oui, je pense que c'est quand même très largement un travail de gestion d'une grosse machine. En plus, ce n'est pas une gestion solitaire parce que même pour organiser le travail législatif du Conseil, il faut travailler avec le secrétaire général du Conseil, avec la présidence stable du Conseil européen, avec la Commission. Donc c'est surtout un travail collectif où le pays, le gouvernement du pays qui est sur la présidence n'est qu'un acteur parmi d'autres, un acteur privilégié, mais un acteur parmi d'autres. Et puis, je pense aussi, par contre, il y a un autre aspect, c'est l'aspect interne. Moi, très sincèrement, je pense que finalement, l'intérêt le plus important de ces présidences tournantes qu'on a quand même maintenues avec Lisbonne, c'est que c'est un excellent exercice si je puis dire, de l'appartenance à l'Union européenne appliquée pour toute une administration d'un État membre. Et donc, certes, ça n'arrive que tous les 13-14 ans, mais tous les 13-14 ans, même des fonctionnaires qui, au niveau national, ne sont pas forcément d'habitude très au fait des questions européennes, il y a des chances qu'ils soient sensibilisés. Et la même chose pour les citoyens. Donc, moi, je pense qu'en fait, une présidence, c'est très important pour le pays qui la détient et pour sa relation à l'Union européenne. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est beaucoup plus important finalement que pour l'Union européenne en tant que telle. Merci beaucoup. Alors, on dit souvent que l'Europe se fait à travers les crises. Un auditeur demande, pensez-vous qu'une crise migratoire comme celle vécue en 2015 pourrait marquer un positionnement fort de la Slovénie sur ce sujet si cette crise advient pendant leur présidence? Alors, c'est clair que M. Janša a pris des positions sur ces questions qui étaient très proches de Viktor Orban. Je pense qu'effectivement, sa réaction naturelle serait certainement dans cette direction-là. Maintenant, je parlais aussi de cet effet modérateur de la présidence. Il y a aussi des choses où la présidence s'impose une forme de neutralité. D'ailleurs, si vous regardez par exemple le très houleux Conseil européen il y a quelques jours et les États membres qui ont très fortement critiqué la Hongrie à cause de la loi qui touche sur les questions des minorités LGBT, etc. Le Portugal n'a pas signé la fameuse lettre, justement en disant en tant que présidence, on doit rester neutre. Donc, voilà, entre le naturel et les idées personnelles de M. Janša et une forme de devoir de réserve d'une présidence, je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose qui, du coup, serait… Et très sincèrement, c'est une nouvelle crise migratoire comparable à celle de 2015. Je pense que c'est un problème qui va toucher tous les acteurs de l'Union européenne et qui va se jouer à un niveau où la présidence slovène sera encore une fois juste un acteur parmi d'autres. Et pour le coup, ça sera un coup, je dirais, dur pour l'Union européenne, très difficile à gérer, qu'aucune présidence ne saurait régler toute seule. Donc, soit il y aura une espèce de sursaut collectif et une capacité à gérer cette hypothétique crise. Sinon, les lendemains de l'Union européenne peuvent être très difficiles. Après, on ne peut que espérer, et c'est ce que la présidence slovène prétend vouloir faire, c'est qu'on va accélérer l'adoption de la proposition de la Commission en la matière et que du coup, l'Union européenne sera un peu mieux outillée pour une hypothétique prochaine crise migratoire. Merci beaucoup. Et peut-être dernière question, cette fois plutôt sur
la division Est-Ouest au sein de l'Union européenne. Un auditeur demande, pensez-vous qu'il y a une fracture entre l'Union européenne de l'Ouest et l'Union européenne de l'Est sur les questions sociétales et l'état de droit? Pensez-vous que c'est inquiétant pour l'Europe et peut-être pensez-vous que c'est une division qui est souvent mise en avant et souvent exacerbée, mais qui ne reflète pas forcément la réalité des opinions publiques dans tous les pays? Moi, je pense que les clivages sur toutes ces questions, qui d'ailleurs ne sont pas forcément les mêmes clivages, parce que le clivage sur les questions de société n'est pas forcément le même que le clivage sur l'état de droit, hein, et souvent on fait des amalgames. Donc, mais en tout cas, tous les clivages sur ces questions traversent toutes les sociétés européennes. Donc, ce n'est pas un clivage fondamentalement Est-Ouest. On ne peut pas dire qu'à l'Est, il n'y a que des ultra-conservateurs qui ne sont pas très respectueux de l'état de droit et qu'à l'Ouest, tout le monde respecte parfaitement l'état de droit et tout le monde est progressiste, pour utiliser un autre adjectif, faute de mieux. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Après, il y a quand même une spécificité centre et est européenne, à mon avis, c'est que ces tendances-là, ou en tout cas ces clivages-là, les équilibres, les rapports de force autour de ces clivages sont souvent décalés par rapport à ce qu'on observe dans la plupart des pays de l'Union européenne. Mais j'entends du côté occidental. Mais là encore, il ne faut peut-être pas non plus complètement exagérer parce qu'on peut avoir des surprises si on compare vraiment pays par pays. Mais si je me focalise sur la question de l'état de droit, je pense effectivement que des pays d'Europe centrale orientale, de fait de la jeunesse aussi de leur démocratie et de la jeunesse et souvent aussi du problème structurel, par exemple, si vous prenez le système judiciaire, il y a quand même aussi le problème de la transition parfois mal digérée et mal gérée avec les régimes d'avant 89, etc. Donc, tout ça fait que ces pays sont beaucoup plus fragiles. Hein, si vous me permettez une image médicale un peu dans l'air du temps, le système immunitaire des démocraties libérales de ces pays sont plus faibles que dans la plupart des pays à l'Ouest. Donc, effectivement, il y a cette apparence d'un clivage, mais croire un peu trop à ce clivage peut être très dangereux parce que ça peut faire sous-estimer ce qu'à mon avis est un problème véritablement européen et même occidental. Hein, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème européen. Donc, dans une certaine mesure, il y a une spécificité Europe centrale orientale, mais c'est une spécificité au niveau plus de symptômes que du mal, si je peux rester dans ce registre pseudo-médical. Merci beaucoup et donc merci beaucoup d'avoir participé à cette Euroquestion. Merci beaucoup pour votre présentation aussi. Avant de clore le webinaire, je vous présente les deux publications les plus récentes de Łukasz Maciek pour l'Institut Jacques Delors. Que reste-t-il du groupe de Visegrad et Chronique d'une rupture, le départ du Fidesz du groupe PPE au Parlement européen, que vous pouvez retrouver sur notre site et que nous vous enverrons dans la foulée de ce webinaire. Merci d'avoir assisté à l'Euroquestion. L'enregistrement sera disponible sur YouTube dès cet après-midi. Nous remercions Łukasz Maciek pour sa participation. Le prochain Euroquestion aura lieu en septembre puisque nous allons faire une pause pour l'été. Le webinaire de l'Euroquestion de septembre sera dédié aux élections allemandes qui, on n'en doute pas, seront scrutées attentivement par l'ensemble de l'Union européenne, notamment avec le départ d'Angela Merkel, qui a passé énormément de temps un des leaders très importants de l'Union européenne. Et nous accueillerons notre directeur Sébastien Maillard qui animera cette Euroquestion. Nous vous remercions pour votre assiduité cette année, d'avoir suivi nos Euroquestions et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre. Merci beaucoup.